Génie électrique, hygiène. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue dans ce bulletin d'information de ce lundi 30 octobre. Au sommaire de l'actualité. Discussion donc sur la coopération tripartite entre Djibouti, l'IGAD et l'Union européenne. Hier soir, donc, le nouveau train électrique reliant Addis Abeba à Djibouti est arrivé à Djibouti. Et manifestation donc en Espagne à Barcelone concernant l'affaire entre l'Espagne et la Catalogne. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Ce matin s'est tenue au Djibouti Palace Kempinski une journée intitulée Journée sur la coopération Union Européenne-Djibouti, IGAD. Une cérémonie donc co-présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et l'ambassadeur de l'Union Européenne en République de Djibouti, Adam Koulash. Et ce en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, et du secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Mahboub Ma'allin. 4 grands thèmes donc étaient à l'ordre du jour de cette présentation de l'état de lieu de la coopération Union Européenne Djibouti-IGAD, à savoir les projets d'infrastructure de l'Union Européenne, ainsi que d'autres projets entrant dans le cadre du 10e et 11e Fonds européen de Djibouti, la FED. Sans oublier également les projets du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Est et enfin les projets de l'Union Européenne en partenariat avec l'IGAD. Citant parmi les projets de l'Union Européenne exécutés à Djibouti, le projet de construction d'une usine de dessalement, le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie et la station d'épuration de Douda. Étaient présents à cette journée sur la coopération UE Djibouti-IGAD, outre le Premier ministre, les membres du gouvernement, les représentants des ambassades des États membres de l'Union Européenne, l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Djibouti et les représentants des organismes nationaux et internationaux. Yémen, les perturbances régionales dans d'autres pays de la région. Votre pays a quand même su de conserver la stabilité qui est nécessaire pour continuer à mettre en œuvre des réformes qui sont nécessaires pour se développer. Mais Djibouti est aussi un membre très responsable de la région qui sait que la paix et la stabilité régionale ne peut pas se faire sans la coopération, ne peut pas se faire sans le dialogue, ne peut pas se faire sans la médiation, et votre pays a servi dans ce sens depuis le début de l'histoire de l'IGAD, depuis le début de l'histoire de l'indépendance des pays de la région. Et le ministre des Finances, en sa qualité de coordinateur des fonds de développement de l'Union Européenne, Ilyas Moussa Dawalé, a fait le point de l'ensemble des projets soutenus par l'Union Européenne dans le cadre du 11e FED ou Fonds européen de développement. Nous l'écoutons. Ce partenariat ACP-Union Européenne couvre le domaine de coopération au développement, mais aussi le domaine économique, commercial, politique et sécuritaire. Notre pays a toujours mis un point d'honneur au bon fonctionnement de ces partenariats, car comme tout partenariat, il implique le respect des engagements mutuels, une redevabilité mutuelle et donc nécessairement un dialogue permanent sur le suivi des 10 engagements. Je note avec beaucoup de satisfaction que ce dialogue franc et sincère a toujours abouti à une collaboration fructueuse entre la partie djiboutienne et l'Union européenne. Courant 2017, 2 conventions de financement et un contrat ont été signés pour un montant total de 123 millions d'euros. Il s'agit notamment du projet d'assainissement pour un montant de 23 millions d'euros et du projet résilience d'une valeur de 27 millions d'euros et enfin du contrat de 73 millions d'euros pour le projet de dessalement de l'eau de mer. Pour cette année, 6 conventions de financement sont en cours de formulation et sont prévues pour être signées au plus tard
dans le premier trimestre 2018. La cérémonie qui nous réunit ces jours, comme vous le savez, se tient au moment où les préparatifs des négociations sur l'avenir du partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne sont en cours. J'ose espérer que le nouveau partenariat prendra en compte les défis que l'Europe et l'Afrique ont en commun, notamment la problématique de la migration et de la mobilité. En effet, le recensement général de la population de Djibouti effectué il y a quelques années indique un taux de plus de 20% d'étrangers sur le sol djiboutien. Ce taux, qui est l'un des plus élevés au monde, illustre la tradition d'accueil et d'hospitalité de notre pays. Il constitue également un facteur de solidarité vis-à-vis de ses pays voisins. Toutefois, il représente un des plus grands défis pour notre pays, car il lui impose des efforts économiques importants pour absorber et stabiliser ces flux migrants et des réfugiés, et ainsi le transforme en zone de transit pour les candidats à l'émigration vers l'Europe et les pays du Golfe. Et le Premier ministre a pour sa part indiqué que les efforts des pays européens à promouvoir les projets de développement économique sur le plan régional servent aussi à préserver la paix et la stabilité. Je vous propose de le suivre. Cette assistance de l'Europe a été apportée à la création et au fonctionnement de cette institution régionale de développement. Au fil du temps, l'IGAD s'est avéré être un outil essentiel de dialogue et de recherche de la paix entre tous les pays membres de l'Afrique de l'Est qui y participent. C'est ainsi un appui sans équivoque à la politique du président de la République. En effet, le président Ismaël Omar Guelleh s'efforce d'instaurer la coopération et le dialogue entre tous les peuples de la sous-région pour renforcer ou rétablir une paix durable dans la sous-région. Nous savons tous, en fait, qu'il n'y aura pas de retour à la paix en Somalie sans un apport financier important pour le développement de ce pays. Il n'y aura pas non plus de restauration ou de maintien de la paix en Afrique de l'Est si les peuples ne se perçoivent pas que leurs intérêts doivent être liés aux intérêts des peuples voisins. Or, pour cela, il est impératif de financer le développement régional. La coopération économique et financière entre tous les pays de la Corne de l'Afrique sera le moyen d'établir une paix définitive dans cette région. Ce sera aussi le moyen de rapprocher les peuples. Le gouvernement djiboutien en est pleinement conscient. De nombreux gouvernements des pays membres de l'IGAD en ont même la clairvoyance. Le soutien financier de la communauté internationale doit donc intervenir massivement pour conforter ces orientations et ainsi écarter toutes sortes de conflits dans les pays de la sous-région. La communauté européenne a donc un rôle majeur à jouer pour atteindre cet objectif. Et les grands pays qui la composent et qui ont été à l'origine de la création de l'Europe, avec lesquels nous avons en outre une coopération bilatérale importante, doivent être le moteur de renforcement de la coopération régionale au sein de l'IGAD. Également dans l'actualité, sous la présidence du député Chalmaké Moussa Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie donc également ce lundi dans la salle de commission afin d'examiner le projet de loi de finances portant budget donc rectificatif de l'État de l'exercice 2017. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, accompagné de hauts responsables des différents départements du ministère. Le président de la commission a pris donc la décision d'examiner ce projet de loi en deux réunions
réunion afin d'étudier minutieusement les recettes et les dépenses. Le budget rectificatif 2017 est présenté donc en équilibre. Il est arrêté donc, selon la réunion qui a eu lieu hier, en recettes et en dépenses, à un total de 131 milliards 646 millions de nos francs, soit une augmentation nominale de l'ordre 10 milliards 821 millions de nos francs. Et selon le ministre, cette augmentation est due aux recettes intérieures, notamment la vente de logements et des dividendes. Et pour nous en dire plus, donc avec nous sur ce plateau, Elmi Moussa Hassan est député donc à l'Assemblée nationale et membre de la commission des finances. Bonjour monsieur le représentant. Bonjour. Donc vous êtes membre de la commission des finances et vous avez assisté à la réunion d'hier et d'aujourd'hui avec la commission en présence du ministre du budget et des membres de la commission. Donc nous savons que cette semaine, comme il a été dit hier clairement, la commission des finances examine deux projets de finances. La loi donc des finances rectificatives et la loi sur le règlement. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quelques lignes quel est le rôle du Parlement? Merci Ahmed. Donc le rôle du Parlement, nous savons que dans un exercice démocratique, il y a la séparation des pouvoirs, trois pouvoirs. Donc le Parlement, c'est le pouvoir législatif parmi ces trois pouvoirs. Et le pouvoir législatif est là pour rôle de voter toutes les lois. Elle consomme l'impôt et elle contrôle l'action gouvernementale et la gestion des ressources de la nation. Donc le Parlement a un grand rôle, c'est le rôle, il y a des rôles a priori, il y a des rôles a posteriori, mais en général, ce sont les législateurs, ils légifèrent les lois. Et deuxièmement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et de suivre la gestion publique. Voilà. Donc, comment s'effectue donc le contrôle de l'action gouvernementale dont vous venez de parler? Voilà, donc il y a plusieurs niveaux on peut d'effectuer ce contrôle. Les plus importantes aujourd'hui, c'est d'abord les parlements se composent. Il y a deux sessions, deux grandes sessions dans l'Assemblée, dans l'année civile. On siège deux grandes sessions. Il y a une session qui commence le 1er mars jusqu'au 30 juin, qui s'appelle la session politique. Sur cette session, il y a ce qu'on appelle la question au gouvernement. Donc on peut interpeller le gouvernement pour interroger certaines questions d'ordre général ou certaines questions qui intéressent la nation ou d'actualité. Et ensuite, il y a la session, on peut effectuer aussi des contrôles sur place, sur certains projets, comme nous le faisons de temps en autre. Et il y a aussi la session qu'on appelle la session budgétaire, qui elle commence le 1er octobre jusqu'à le 30, qui se termine le 31 janvier. Cette session, comme son nom l'indique, c'est la session la plus importante parce que c'est là que nous votons, que nous autorisons la loi de finances qui est primordiale, qui est l'expression monétaire des objectifs du gouvernement. Donc c'est la session budgétaire, c'est là qui se fait en général le plus grand contrôle pour autoriser les ressources au gouvernement qu'elle va effectuer l'année prochaine. Et alors, quel rôle joue la loi des finances dans l'exercice politique de l'État et comment donc se présentent les débats au sein de l'Assemblée nationale, surtout pendant les séances plénières? Les lois de finances en général, se composent, comme décrit la Constitution, son article 65, c'est trois lois. D'abord, c'est la loi initiale, la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, s'il y en a, LFR, et la loi de règlement. La loi de finances initiale, c'est la prévision, elle planifie, on prévoit les ressources que le gouvernement va utiliser l'année prochaine. C'est le gouvernement qui prépare, et l'amène au Parlement, il est discuté, et les députés votent pour autoriser l'exécution de cette loi. Il y a la loi de règlement qui, lui, présente la loi, la loi de finances de l'année dernière, comment elle a été utilisée. Donc ça, c'est la loi de règlement. Et si au cours d'année, la loi d'initiale, il y a des changements à faire, on amène ce qu'on appelle la LFR ou la loi de finances rectificative.
Donc nous savons que le Parlement donc, est le pont qui relie donc, le peuple et les actions gouvernementales, d'où bien sûr la caravane parlementaire qui a été réalisée il n'y a pas longtemps par l'Assemblée nationale. Donc les problématiques du peuple sont amenées devant les départements ministériels ou les responsables concernés. Oui. Là, ce que j'ai oublié un point, c'est le point la loi de finances. D'abord, il y a un grand débat qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale quand la loi atterrisse. Il y a, avant que la commission des finances, bon, d'abord il y a ce qu'on appelle il y a la conférence des présidents qui accepte la recevabilité des lois. Une fois qu'elle arrive, il y a ce qu'on appelle il y a des experts qui travaillent à l'Assemblée, les employés de l'Assemblée qui sont en général compétents à analyser certains dossiers. Quand ils finissent, ils nous rédigent un rapport et ces rapports, par la suite, la Commission a fait une discussion en interne avant d'appeler les ministres du budget ou les ministères concernés. Donc cette semaine, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de discuter sur deux grands projets. Le projet de loi de finances LFR et la LR qui va se poursuivre encore pour quelques jours et qui sera finalisé pour adoption. Comme vous l'avez dit, les présidents du Parlement et les parlementaires aujourd'hui ils sont à s'habiller. Donc la caravane, ça c'est le rôle du Parlement aussi. C'est un rôle qui permet de s'approcher à la population pour bien écouter. Et comme on est intermédiaire entre le gouvernement et la population, ces doléances seront recueillies pour ensuite transmettre au gouvernement les choses. Donc c'est toujours être plus proche pour la proximité, pour écouter et être plus proche à la population. Voilà. Merci monsieur le représentant. Je rappelle monsieur Elmi Moussa Hassan, membre de la commission des finances, député également à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avant de poursuivre cette édition, nous allons tout de suite retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après pour la suite de notre édition. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a participé donc hier à la réunion des ministres des Affaires étrangères et des chefs d'état-major généraux des États membres de la coalition soutenant la légitimité du pouvoir au Yémen du président Abdurrabbo Mansour Hadi. Ali Abdullah donc est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Alors cette réunion, Ali a réaffirmé la nécessité donc d'appuyer le gouvernement légitime du Yémen afin qu'il puisse étendre sa souveraineté sur toute l'étendue donc du territoire, mais a également parlé des réparations financières dues aux familles des victimes des raids aériens imprécis. Effectivement, Ahmad, lors de cette réunion, les participants se sont penchés sur le renforcement et la coordination des opérations humanitaires, politiques et militaires de la coalition en vue de poursuivre donc la réalisation des objectifs fixés et de permettre ainsi au gouvernement légitime d'étendre sa souveraineté sur tous les territoires du Yémen. Ils veulent voir le Yémen uni, indépendant et souverain. Donc ils ont également discuté des exigences de l'étape à venir pour consolider la paix et donc de la sécurité dans la région, mais également dans le monde. Cela passe par un meilleur contrôle du trafic maritime afin d'empêcher que les Iraniens donc s'ingèrent trop au Yémen et de prendre en main certaines infrastructures portuaires. On prépare donc à cette réunion les ministres des Affaires étrangères, vous l'avez dit, et le chef d'état-major des armées des Émirats arabes unis, de Jordanie, du Bahreïn, du Pakistan, de la République de Djibouti, de la République du Soudan, du Sénégal, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Maroc, du Royaume de Malaisie et du Yémen, bien sûr. Dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a insisté que les pays de la coalition doivent redoubler leurs efforts pour mettre fin à la souffrance du peuple frère du Yémen et de lancer donc une vaste action arabe et internationale en vue de rétablir la sécurité dans ce pays. Le ministre a également saisi cette occasion pour réaffirmer la position de Djibouti soutenant la coalition arabe visant donc à restaurer la légitimité du pouvoir au Yémen et à trouver une solution politique à la crise sur la base de l'initiative des pays du Golfe, donc dirigée, on le sait, par l'Arabie Saoudite. Dans son intervention, le ministre a également parlé de la nécessité de préserver l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen et d'empêcher ainsi toute ingérence extérieure. Notons que le ministre des Affaires étrangères était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le chef d'état-major général de l'armée nationale et de l'ambassadeur de Djibouti, Aria Diaïdine Bamakrawa. Merci Ali pour toutes ces explications. Arrivé à Nagad du train électrique hier soir vers 21 h, le train qui relie les deux pays, capitale Djibouti et Addis Abeba, est touché donc au quai à la gare de Nagad où une joyeuse cérémonie a été organisée pour célébrer l'événement. Ce train donc électrique transportait des ministres et des hauts responsables des deux pays, lesquels avaient donc à leur tête les deux ministères des transports respectivement. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre djiboutien des Transports, et le ministre des Transports éthiopien Ahmed Shide.
Et ce train donc s'est arrêté dans plusieurs stations et gares des deux côtés de la frontière avant de parvenir à la gare de Nagad. Et dans une interview donc accordée à la radio-télévision de Djibouti, le ministre éthiopien des Transports Ahmed Shide a expliqué donc l'importance de la mise en service du nouveau train qui permettra de multiplier le volume des échanges et de l'import-export éthiopien. Le ministre a rappelé que les économies des deux pays sont interdépendantes. Il a en outre évoqué les importants efforts de développement entrepris par les deux pays qui se sont aussi focalisés sur le renforcement des infrastructures. iyo wax weyn ka tari doona isku xirka bulshadu wax weyn ka tari doona tourismka labada wadan saddex group wax weyn ka tari doona wuxuu u yahay tusaale iskaashiga geeska Afrika ee dawladda Djibouti iyo dawladda Ethiopia ay wadajir u sameeyaan taasoo visionka madaxweyne Ismaaciil iyo Prime Minister Haile Mariamna oo sii xoojiyay arrintan. Et le ministre djiboutien des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a abordé donc dans le même sens, indiquant que le lancement de cette nouvelle ligne ferroviaire électrique a été voulu et décidé par les dirigeants des deux pays et par le président Ismaël Omar Guelleh, qui fait du renforcement des infrastructures portuaires et ferroviaires des axes prioritaires de sa politique. Nous l'écoutons. Lors de cette réunion bilatérale, nous avons abordé quatre points qui restaient en suspens. Surtout, le premier point consistait à mettre en place un accord juridique pour le poste commun que nous avons à Dawalé, pour que nos agents de police, douane puissent circuler librement. Ce serait un territoire extra. Le deuxième point sur lequel nous avons discuté était l'électrification de ces infrastructures qui va donner l'électricité, et nous avons finalisé aussi du côté avec les IPP côté éthiopien qui va octroyer l'électricité. Le troisième point était l'adoption du tarif et la validation. Sur ces points, nous avons quelques petits commentaires encore et nous allons les valider très bientôt. En tout cas, il y aura un tarif temporaire pour 3 mois. En tout cas, ce sera un tarif vraiment très abordable pour les clients. Le quatrième point était les quatrièmes points sur lesquels nous sommes entendus encore, c'était la libre circulation pour nos deux peuples et de mettre en place un service public et rendre les clients heureux. Et il y a eu par ailleurs la signature d'une convention sur la gestion commune d'un poste frontalier. Le ministre de l'équipement et des transports de Djibouti, Mohamed Abdelkader, et le ministre des Transports de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Ahmed Shide, ont signé donc l'accord bilatéral portant l'établissement d'un poste commun frontalier, n'est-ce pas Ali? Eh bien, vous l'avez dit, cet accord a été signé donc il y a quelques jours, donc pour être clair, il y a 3 jours. Cet accord formalise 3 ans de travail des comités des experts des deux pays. Cet accord va également permettre une approche coordonnée et intégrer donc la gestion du poste frontalier. Il facilitera également le passage ou la circulation des biens et des personnes à la frontière commune. Le poste commun frontalier va éviter aux voyageurs et aux marchandises de s'arrêter à 2 reprises, ce qui réduira le temps d'arrêt et contribuera ainsi au développement des échanges commerciaux. Il va enfin favoriser l'intégration économique régionale de 2 pays, qui est donc un modèle dans la Corne de l'Afrique. Les 2 ministres des Transports ont lancé donc vendredi dernier à partir d'Addis Abeba le démarrage effectif du train électrique reliant les 2 capitales, en l'occurrence Djibouti et Addis Abeba. Djibouti dispose désormais de 6 ports qui sont mis à la disposition de l'Éthiopie pour soutenir sa croissance. Djibouti est relié par 3 corridors: le corridor routier du Kalafi, le corridor routier et ferroviaire de Galilée Dawalé et le corridor routier et ferroviaire Tajora Randa Balhou qui n'a pas encore vu le jour. Donc nous rappelons que tous ces projets sont en cours de finition. Et tous ces projets sont faits pour développer la région, rapprocher des peuples et consolider la paix, la sécurité et permettre aussi à notre région de vivre dans la paix, la prospérité et la sécurité. Merci Ali pour toutes ces précisions.
Également dans l'actualité, sous le patronage du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, s'est déroulé ce matin dans la grande salle de conférence au stade Goulet d'une réunion de travail. Cette réunion de concertation donc a regroupé sur place plusieurs dizaines de jeunes issus des mouvements associatifs de la capitale et des régions et plusieurs personnalités telles que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la communication Abdi Sougué, la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden, madame le maire de la ville, ainsi que de hauts gradés, des parlementaires et de la police nationale et des notabilités. Cette réunion donc de concertation qui survient une semaine après une première rencontre similaire s'inscrit dans la continuité des rencontres de ce genre visant à promouvoir les valeurs républicaines en allant du principe à la mise en œuvre de l'éducation civique qu'on leur a inculquée. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, donc, s'est sincèrement félicitée, notamment du thème qui a été retenu de l'événement de la journée. Nous l'écoutons. Le civisme, c'est que d'abord le civisme commence par connaître l'autre, le prochain. C'est quoi sa capacité? Dans une zone d'intervention, vous n'avez pas les mêmes problématiques, vous n'avez pas les mêmes compétences et vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est d'abord ça qu'il faut qu'on comprenne. Ce genre de discussion, et vraiment je félicite le ministère de la Jeunesse pour initier ces choses-là, mais moi je proposerai quelques interventions qui nous aideraient à pouvoir concrétiser ce genre de discussion. Pour commencer, le ministère de la Jeunesse, vu qu'il est l'initiateur, nous souhaiterions, nous en tant que membres du gouvernement, que nous puissions avoir une espèce de référence dans les quartiers de quelles sont les forces vives dans ces quartiers-là, que ce soit associatives ou jeunes leaders. Ensuite, au niveau de ces zones, ce qui serait intéressant, c'est que dans chaque quartier, au sein du CDC, et on voudrait vraiment que le CDC soit la porte d'entrée, au sein du CDC, on doit avoir cette numérisation écrite de qui est leader dans ces zones-là. Tout à l'heure, un jeune a parlé de la conviction de ce mode de citoyenneté, entre guillemets, parce que la citoyenneté, c'est quelque chose qui nous est propre, ça nous appartient, c'est pour nous. Mais vous, qu'est-ce que vous rendez à ce pays? Qu'est-ce que vous donnez comme échange? Vous êtes né, vous êtes en bonne santé, vous avez été éduqué, vous êtes dans des maisons, et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez donné comme plus-value pour ce pays? Et pour sa part, le ministre de la Communication, Abdi Sougué, a indiqué que cette approche inédite dans les perspectives de promouvoir et consolider les valeurs républicaines parmi les valeurs républicaines, non parmi les jeunes, est prometteuse. markaabaad jawaabta keeni doontiin imika waa ballan qaadeen inaad hor ku kacaysiin laakiin actionkan waan eeganaa insha Allah. Et enfin, clôturons la série des interventions, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas hésité donc à exprimer sa joie de voir la jeunesse s'enthousiasmer pour un thème qui nous interpelle tous, a-t-il dit, et encourage donc cette jeunesse qui se targue d'une vocation républicaine à aller de l'avant en taclant donc les entraves auxquelles elle peut faire face. Nous l'écoutons. C'est pour discuter et après réfléchir sur les solutions apportées sur un thème qui nous interpelle tout le temps. Vous avez écouté le président de la République lors de l'université d'été. Dans son intervention, il a soulevé un mot que tous les Djiboutiens aujourd'hui utilisent. C'est devenu à la mode. Le drapeau, il n'est pas respecté. Pourquoi la terre sur laquelle vous vivez n'est pas respectée? Pourquoi dans les quartiers, il y a toujours des problèmes? Pourquoi dans les quartiers, il y a des jets de pierres? Pourquoi aujourd'hui, dans les quartiers, il y a la drogue qui nous vient d'ailleurs?
Donc quelque part aujourd'hui, on se dit musulman. Mais la religion, ce n'est pas comme ça. Il faut la pratiquer et la mettre en œuvre. Si on laisse passer quelqu'un qui jette des ordures, c'est que quelque part vous encouragez à le faire. Ce n'est pas normal. Santé à présent, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok, conduite par le docteur Hassan Ibrahim Mohamed, s'est déplacée dans les localités de Badouita Eila, de Rora et de Warabad, qui se trouvent dans le vaste secteur de Wadi, dans la région d'Obok. En effet, durant 3 jours, l'équipe mobile d'Obok est allée donc à la rencontre des populations de ces localités enclavées afin de prodiguer des soins de santé de base. L'équipe mobile était composée d'un médecin, de laborantin, de sages-femmes et des infirmiers qui ont recensé au total 230 consultations adultes, 140 consultations enfants en pédiatrie, 13 femmes enceintes dans le cadre des consultations prénatales. L'équipe mobile d'Obok a par ailleurs diagnostiqué 6 cas d'enfants atteints de la malnutrition modérée qui ont tout de suite été pris en charge par l'unité de la nutrition et aussi 19 autres cas d'enfants qui ont pu recevoir leur dose de vaccin. Cette stratégie d'équipe mobile avancée est mise en place donc par le ministère de la Santé afin de répondre efficacement à la nécessité d'offrir des prestations de soins de proximité au profit des populations nomades mais aussi des habitants des localités éloignées et isolées dans les régions de l'intérieur. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Mortar Farah Hamaktire, survenu à l'hôpital Pelletier vendredi dernier. Le défunt marié et travaillait au ministère de la Santé. Il était de la famille de notre collègue qui travaille au service de la comptabilité, Madame Rahma. Nous adressons donc nos condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt et implorant le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, notamment prix Nobel de la paix, avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Donc c'est une survivante d'Hiroshima qui a été à Oslo, en Norvège, pour recevoir le prix, Fardous. Elle se nomme Setsuko, âgée de 85 ans, et recevra en décembre prochain le prix Nobel de l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Elle avait que 13 ans lorsque la bombe nucléaire de l'histoire a été larguée sur la ville d'Hiroshima et les joutes verbales entre Donald Trump et Kim Jong-un réveillent en elle les pires souvenirs. Le 6 août 1945, les bombardements atomiques d'Hiroshima par les États-Unis fit 140 000 morts. 3 jours plus tard, ce fut Nagasaki, 80 000 victimes supplémentaires. l'ICAN, dont Setsuko est l'ambassadrice, a œuvré pour mettre en place le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été approuvé par 122 pays en juillet dernier. Mais les grandes puissances nucléaires rejettent ce projet. Et en Espagne, Carles Puigdemont, le président de la Catalogne, en prison cette semaine. C'est la question que se posent les Catalans. Et oui, Ahmed, le parquet général d'Espagne pourrait inculper l'ancien président de la Catalogne pour rébellion. Ils étaient 300 000 d'après la police municipale, 1 million d'après la préfecture, à protester contre la déclaration d'indépendance de la Catalogne, parfois avec beaucoup de virulence. La déclaration de sécession du gouvernement catalan vendredi a entraîné la mise sous tutelle de la région, la dissolution du Parlement et la destitution de son exécutif. Mardi, Madrid a suspendu l'autonomie du territoire de 7,5 millions d'habitants. Le parquet général d'Espagne pourrait ainsi poursuivre Carles Puigdemont, l'ancien président de la région, pour rébellion. La question est surtout de savoir comment réagissent les 200 000 fonctionnaires catalans censés désormais obéir à Madrid. Sur les réseaux sociaux, Carles Puigdemont a fait la victoire du Jérôme face au Real Madrid un exemple symbolique de ce que peut accomplir cette région. Il a invité les indépendantistes à poursuivre le combat pacifiquement. Madrid a convoqué les élections régionales le 21 décembre prochain. Le match de la sécession est loin d'être terminé. Merci Fardous pour toutes ces explications.
Et pour terminer, nous allons parler culture, notamment du cinéma, où le 7e art pour célébrer l'amitié sino-japonaise. Le festival de cinéma de Tokyo a ouvert donc samedi ses portes, et pour cette 30e édition, ce sont les 4 muses du cinéma japonais, comme les appelle la presse tokyote, qui ont inauguré le tapis rouge. Tommy Lee Jones est le président du jury, qui devra attribuer leur prix aux meilleurs des 15 films en compétition, mais plus de 200 films du monde entier seront présentés au public. Cette année marque le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine, et c'est une rare coproduction sino-japonaise qui a fait l'ouverture du festival, notamment La légende du chat de Man, son réalisateur Chen Cage, primé à Cannes en 1993 pour le film Adieu ma concubine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.